Et cette fois-ci, j'oublie pas le micro. Salut à tous, bonjour, bonsoir. Je suis un peu décalé en fait. Eh ben, écoutez, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, sur ma page Facebook, où j'ai le plaisir ce soir d'être accueilli chez ma chère copse Laurence et sa lune en balance, non, sa Vénus Ma en Vénus en balance. balance. Donc, bah, on est ravis ce soir de pouvoir vous faire un petit blabla tous les deux pour bah, l'occasion de cette nouvelle lune qui est un peu particulière, qui va tanguer, et on va essayer de vous présenter tout ça. Donc, le temps pour moi de brancher la caméra de Laurence, que voici. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est toute sérieuse! Je suis Toute intimidée, hein. lionne! Bonsoir Jean-Philippe. Salut ma chère! Je crois que, comme vous savez, que j'adore les balances. Je vous aime, les balances. C'est dit du fond du cœur. Donc, je me suis dit, il fallait, pour éviter de trop vous traumatiser, il fallait que je vous trouve une avocate. Et c'est Laurence avec sa Vénus Ah bah en oui, balance qui va assurer on fait l'avocate du... ce travail. Voilà. pas du diable, mais... Bon, j'espère que vous nous entendez. Si vous pouvez nous faire des petits signes. Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a perdu. J'ai l'impression qu'on a perdu le fil. Je ne sais pas si vous nous recevez. Voilà, si quelqu'un peut nous envoyer un petit commentaire. Parce que, effectivement, je ne vois pas. Je ne vois plus apparaître de personnes. Alors, on va. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Le temps de régler ça, c'est toujours compliqué de voir. Non, ça devrait être bon. Voilà. J'aurais bien la batterie, moi, devant la vie, mais c'est juste Euh, que... Non, c'est juste non, pour non. poser. Oui, oui, c'est ça. Bon, alors, on est en direct. On est censé être en direct, mais j'ai quand même un petit doute sur le fonctionnement. C'est Mercure rétrograde en plus, donc voilà. Ben, Laurence, ça fait un moment que qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une vidéo ensemble. Bah oui. Et puis, bah, c'est toujours. Enfin, moi, je le regrette parce que c'est toujours plus agréable de faire ça à deux voix. Et puis, en plus, on se complète bien. On a des approches qui sont à la fois différentes et à la fois complémentaires. Et donc, bah, je suis ravi vraiment de faire ce soir ce live avec toi. Bah écoute, tout plaisir est pour moi, très cher. Bon. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé le clip que tu nous as passé là en préambule. C'est du Mylène Farmer. C'est... Ouais, dans le clip, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être lui qui a fait que la vidéo a coupé. Mais bon, on va voir si ça continue. D'accord. Mais j'aurais bien que tu nous... Pourquoi est-ce que tu as choisi ce clip? C'est le Alors, clip des Désenchantés, c'est ça? ouais, j'ai fait un petit montage. En fait, c'est le clip de Désenchanté pour reprendre les propos de notre cher président qui parlait de cette malheureuse génération de 20 ans qui est désenchantée. Voilà. Donc c'est un peu le clip fort à propos. Par contre, j'ai monté dessus son dernier, l'un de ses, enfin, un de ses derniers tubes de son dernier album qui s'appelle justement Désobéissance. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui risque fort d'arriver. C'est À force de tenter le diable, sachant que nous sommes les beaux diables, comme dirait Annie Cordy, je pense que ça finira par. ce sera un Bah, message subliminal, hein. ouais, c'est pas impossible. Hein. Mhm. Bon. Alors, donc on est là pour parler de la nouvelle lune de la Balance. Alors, ça m'a toujours intriguée, parce que je suis pas très calée en astronomie et tout ça. Euh,
est-ce que tu peux nous parler de ce signe donc, que tu nommes un signe, bon, alors, sans tête, d'accord, ça je veux bien comprendre, parce qu'effectivement c'est le seul signe qui ne soit ni animal ou humain dans le zodiaque, hein, c'est un concept, c'est un objet en fait, la balance. Hein. C'est un signe qui n'est pas thériomorphe. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour les amateurs de Scrabble. Voilà. C'est pour les amateurs de Scrabble, parce qu'en fait, bon, alors, le zodiaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire la bande des animaux. Le zodiaque, en grec, ce sont les animaux. Et patatras, il y a l'exception qui vient confirmer la règle. Cette exception, c'est la balance. Parce que la balance, vous l'avez compris, c'est pas un animal. Quoique. J'ai quelques expériences qui me font dire que voilà, c'est pas un animal. Et puis, alors, bon, si on fait une petite parenthèse sur les constellations, en fait, la constellation de la Balance, elle n'existe pas vraiment. C'est pour ça que j'appelle ce signe le signe sans tronche, le signe qui n'a pas d'existence. Bon, j'exagère, hein, évidemment, vous m'avez compris, mes chers balances. Mais voilà. En fait, sur un plan astronomique, effectivement, la balance est un signe qui a été rajouté. Puisque, en fait, à la base, les 12 signes du zodiaque comprennent un 13e signe, qui est le serpentaire, en référence au médecin Asclépios. Vous savez, le gars qui tient son bâton avec la couleuvre qui grimpe autour du bâton. Voilà. Donc ça, le serpentaire, c'est une constellation qui est après le scorpion, entre le scorpion et le sagittaire. Bon. Les Grecs ont décidé de séparer, les Grecs, en fait, non, je crois que ce sont même les Égyptiens, qui ont décidé de séparer le zodiaque en deux à la moitié de la période, en introduisant la balance, qui, pour les constellations, ne représente ni plus ni moins que les pinces du scorpion, de la constellation du scorpion. D'accord. Voilà, donc en fait, on a réduit le scorpion, et les scorpions vous remercient, mes chers balances, pour créer donc ce signe sans tronche. Et effectivement, les balances n'ont pas de tronche. Ma petite allusion sympathique, mais vraiment tout en humour décalé, pour dire qu'effectivement, quand on entend toutes les conneries qu'on entend en ce moment, je trouve que c'était fort à propos. Et ça tombe sur vous, encore une fois de plus, mes chères balances. Mais oui, mais que serait un monde sans balance, sans tous ces artistes, Romy Schneider, toutes ces... Ouais. Oh, bah écoute... Oui, c'est vrai qu'elle était de balance. Oui, c'est vrai. Une vie sans remix, ce serait pas pareil. Bon, moi j'aime bien les balances. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Les musiciens, enfin voilà. Moi, bon, alors, a priori, je reçois des messages comme quoi les commentaires sont désactivés pour une raison que j'ignore. Donc, je suis désolé. Est-ce que je peux récupérer ça? Je te laisse prendre un peu le relais, Laurence, pendant que j'essaie de voir si je peux compléter le système. Alors, bon, bah, je fais bien, moi. Je te fous pas dans la merde. C'est ça. Je te fous pas dans la merde. Non, mais ouais, bon, a priori, je peux rien faire. En fait, le fait d'avoir passé le clip, Facebook a priori a fait un blocage sur la musique, ce qui est bizarre parce que jusqu'à présent ça l'a jamais fait. Et c'est ça qui a désactivé les commentaires. Ah oui, carrément. Donc, je sais pas si je trouve un... Bon, je vais réfléchir au truc, si je peux réactiver ça. Ce qui ne nous empêche pas, en tout cas a priori, vous nous entendez tous, donc ça ne va pas nous empêcher de continuer sur cette présentation. Bon. Et puis si vraiment vous avez des questions importantes à poser, ce que je vous propose, c'est de me les envoyer en commentaire dans le précédent post que j'avais fait pour introduire le live, donc le post que j'ai fait dans l'après-midi. Vous pouvez balancer vos questions dessus, j'irai les lire pour y répondre. Mais les questions, c'est pour la fin. Bon. Alors, moi j'ai encore une question par rapport à la balance, parce que
Vénus, certes, on comprend bien que ce soit voilà, le domicile de Vénus. Euh, mais alors Saturne, c'est moins évident. Est-ce que tu peux nous dire en quoi Saturne est exalté dans le signe de la Balance? Parce que c'est un signe plutôt affable, plutôt communicant, plutôt en rondeur. Saturne paraît un petit peu sec et rigide dans. En fait, moi je dirais surtout, c'est ce qu'il faut voir, c'est que quand on pense à la balance, tout de suite on pense à Vénus. Bah oui. Et ben, que nenni, parce que derrière la Vénus de la balance se cache aussi le Saturne qui est en exaltation. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes d'exaltation, ce sera un vaste débat, puis ce n'est pas le sujet du jour. Mais derrière effectivement Vénus, on a une personne saturnienne. Et en général, alors, il y a un livre qui s'appelle, très humoristique, qui est génial, je ne me rappelle plus du nom des auteurs, mais qui s'appelle tout simplement Tristesse de la balance et autres signes. Ce livre, vraiment, si vous pouvez le trouver, achetez-le, ça se lit très rapidement, mais vous passez à un moment juste exécrable à vous moquer de tous les signes. C'est tordant, c'est désopilant. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à m'en remettre sur certains signes tellement c'est super bien décrit. Et effectivement, dans la balance, c'est le signe de la mélancolie, c'est le signe qui introduit l'automne, la saison hivernale, les jours raccourcissent. Alors, certes, dans l'hémisphère nord, mais c'est un signe qui est plutôt mélancolique. Je ne vais pas dire triste, parce qu'à la fois la balance peut être la plus parfaite personne, le clown parfait, et d'un autre côté, c'est le clown triste. En fait, oui, c'est vraiment l'archétype du clown, la balance, qui sait aussi bien nous amuser, être charmante, nous charmer, comme elle sait tomber dans l'apathie et la tristesse la plus absolue. Et bien, on a bien ce côté Vénus, on a bien ce côté Saturne. Après, je dirais aussi que le côté Saturne, quand la balance se met juste en rogne, elle devient... Oui, elle si commode que ça. Elle est très radicale, elle ne fait pas dans la dentelle. Et je peux vous dire que là, le côté diplomatique, elle l'oublie complètement. Ça, c'est un trait caractéristique des balances. Mais c'est souvent pris comme une ombre. Vous savez, en psychanalyse, l'ombre, c'est la partie de nous-mêmes qu'on a du mal à intégrer, qu'on a du mal à reconnaître. Et ben, chez la balance, en tout cas, c'est assez caractéristique. Chez la balance, le côté saturnien est souvent rejeté dans l'ombre, parce que la balance, elle essaie d'être toujours effectivement dans le côté séduction. Et il est certain que séduire avec Saturne, il y a un sacré défi. Mais je sais que mes balances savent relever des grands défis, notamment les défis de Jupiter, et là on pourra rentrer dans les mythes. Et puis, allez, pour finir avec les balances, faut pas oublier que c'est aussi le signe des dictateurs. Hein. C'est pas pour rien si Saturne est exalté. Eh oui. C'est le signe des dictateurs. Hein. Actuellement, on a des Poutine, on a des Kim Jong-un, qui je crois sera ascendant balance. Hitler, quand même. Hitler, ouais. Non, franchement, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, les balances, pas si gentilles. Ok, vous avez compris? J'étends pas davantage le schéma. Bon. Est-ce que ça répond à ta question, ma chère Laurence? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Alors, quel serait le mythe qui serait relié Alors oui, c'est vrai que pour en venir à la quintessence de la balance, parce que oui, néanmoins, vous avez une certaine quintessence, et pour comprendre le sens profond de la balance, forcé d'aller se consulter les archétypes, et ces archétypes, on va les piocher évidemment et naturellement dans le monde de la mythologie, et notamment dans le monde des mythes grecs. Alors
le mythe le plus fameux, le plus représentatif du signe de la Balance, c'est l'aventure qui est arrivée à Paris, qui était roi de Priam, si ma mémoire est bonne, peu importe sa situation. Paris qui était connu pour avoir un haut sens de la justice. D'ailleurs, le signe de la Balance est souvent associé aux hommes de loi. Hein. C'est aussi une caractéristique assez redondante que l'on trouve chez les hommes de loi, notamment les avocats. Et Zeus a en fait attendu enfin, c'est pas qu'il a attendu un piège, mais en tout cas, il a lancé un défi à Paris en lui demandant de trancher entre trois favoris. C'est-à-dire, l'idée, c'était de savoir quelle était la femme la plus belle parmi Athéna, Aphrodite et Héra. Alors, si vous vous souvenez, si vous connaissez un petit peu les mythes, vous avez certainement entendu parler de la fameuse pomme de discorde. C'est d'ailleurs de passer comme une expression dans le langage courant, lancer la pomme de discorde. Alors, la pomme de discorde, dans les mythes, c'est Eris qui a balancé un jour ça sur les dieux lors d'un mariage sur l'Olympe, où Eris n'avait pas été invitée. Et là, elle a balancé une pomme d'or avec inscrit dessus « à la plus belle ». Et là, Eris a foutu sa merde. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est l'astéroïde de la discorde. On dit que c'est l'astéroïde de la discorde, effectivement. Ça vient de là. Voilà. Et puis, bon, le symbole de la pomme, évidemment, c'est en analogie avec le symbole de la Genèse, enfin la pomme de machin, etc., enfin la pomme d'Adam, etc., etc. Donc, même notre pauvre Jupiter, lui, il était dans l'incapacité de pouvoir de pouvoir donner la pomme à la plus belle, donc il a demandé, il a refilé la patate chaude, pardon, la pomme chaude à Paris, parce que, bon, Paris, il était sage. Sauf que ce cher Paris, qui est du signe de la Balance, vous m'avez compris, lui, il a commencé à se gratter un petit peu la tête en disant, ouais, alors attends, là le truc, ça c'est un piège à con. Parce que si je donne la pomme à une déesse et donc pas aux deux autres, je vais m'attirer la colère et le courroux des deux autres. Oui. Donc, un contre deux, plus c'est quand même trois déesses qui sont la déesse de la guerre, la mère des dieux et la déesse, entre guillemets, de l'amour. Ouais, c'était pas, le choix n'était pas si évident à faire. Donc, Paris se dit, ok. Je ne vais pas trancher. Non, si, plutôt, je vais trancher, je vais couper la pomme en trois. Ouais. Et comme ça, égalité parfaite, elles seront toutes contentes, et puis parfait. Sauf que Zeus ça dit, non, mais attends, mon petit gars, c'est pas ce que je te demandais. Tu donnes la pomme à la plus belle. Il devait prendre parti, parce que justement, souvent on dit que les balances, justement, elles ont du mal à s'engager, c'est une grande signification du choix. Oui, mais c'est là l'origine du problème du choix de la balance. Et encore une fois, c'est un archétype. Le choix, alors en fait, c'est même pas le choix dont on va parler. On va parler de la responsabilité. Si j'ai intitulé cette nouvelle lune S'emparer de nos responsabilités, c'est parce que on touche avec la lunaison en balance à cet archétype qui est enfoui en nous, qui est celui de savoir prendre des responsabilités, de savoir les mesurer pour pouvoir ensuite les exercer. Et c'est là le problème de Paris. Parce que sans Paris, à la limite, choisir, c'était pas si compliqué que ça. Mais pourquoi Paris ne choisit pas ? Parce que justement, il a peur des conséquences. Il a peur de devoir en assumer les responsabilités, lui qui est simple mortel, devant trois des plus puissantes déesses, enfin les trois déesses les plus puissantes de l'Olympe. Donc Paris, il a le trouillomètre à zéro, quoi. Il se dit, voilà, si je prends une décision, de toute façon, ça me retombe sur la gueule. Donc je ne prends pas de décision. Et Jupiter lui a dit, non, attends, c'est pas ce que je t'ai demandé, tu prends des décisions. Et cet archétype des responsabilités, c'est qu'à un moment donné, nous tous, qui que nous sommes, avons assumé nos responsabilités.
on doit savoir se projeter dans l'avenir tout en assumant nos choix avec les responsabilités qui en découlent. Alors, la suite du mythe, pour aller vite, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait Paris? Ouais, il a joué ce côté vénusien, c'est-à-dire très diplomate. Il a d'abord reçu Héra, puis ensuite Athéna, puis ensuite Aphrodite. Et l'idée, c'était en gros, les trois déesses, elles ont fait du lobbying, quoi. Elles ont chacune défendu leur bout de gras, leur précaré, en disant, c'est moi la plus belle, tatati, tatata. Et puis, comme c'était du lobbying, parce que on parle de l'Olympe, hein, où c'est comme aujourd'hui à l'Élysée, hein, on est dans les hautes sphères, donc ça va pas vous surprendre, mais déjà à cette époque-là, tout s'achète. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait nos trois déesses? Eh bien, chacune a promis quelque chose à notre cher Paris. Alors, vous devinez que Héra, mère des dieux, femme de Zeus, lui a dit, si tu me choisis, je ferai de toi l'homme le plus puissant de la terre. Athéna lui a dit, ah non, mais attends, avec moi, si tu me choisis, tu seras victorieux sur toutes tes batailles militaires. Ok. Et sachant qu'il était déjà le roi le plus puissant de cette époque-là, déjà, ça a un peu éliminé Athéna. Héra lui promet d'être l'homme le plus puissant, il l'était déjà quasiment, donc bon. Mais il reste Aphrodite. Et Aphrodite, qu'est-ce qu'elle a eu, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle lui a promis? L'amour. Eh oui. Elle lui a promis l'amour avec la plus belle femme de son temps. Ah, ça, il ne l'avait pas. Et la plus belle femme de son temps, c'était la fameuse Hélène de Troie. Donc, vous savez ce qui est arrivé. Paris a pris exactement ce qu'il n'avait pas. Très mauvais calcul, puisque, certes, il a récupéré la main d'Hélène, mais vous savez la suite de l'histoire, c'est que ça a déclenché la guerre avec la fameuse guerre de Troie. Et ces milliers, ces centaines ces dizaines de milliers de morts. Donc, quelque part, vous comprenez maintenant pourquoi les balances se refusent de choisir, parce que quoi qu'ils fassent, si elles choisissent, c'est la guerre. Donc, et il y a bien le bélier aussi en face. Et on retrouve, absolument, Laurence, tu as tout à fait raison de le souligner, en face on retrouve le bélier. Donc, vous savez, en astrologie, on raisonne toujours en axe. Donc, il y a le signe et son opposé. Le signe opposé à la balance, et qui sont complémentaires, c'est Mars. Donc, effectivement, choisir des responsabilités, assumer des responsabilités, c'est forcément partir en guerre. Après, quelle sorte de guerre va-t-on exercer? Alors c'est intéressant tout ce que tu dis. Moi j'aime bien faire des parallèles avec les arcanes du tarot. Et en fait, l'arcane pour moi on peut faire certains parallèles, enfin je fais certains parallèles entre certains signes, certaines planètes et certains arcanes du tarot. Et évidemment, celui qui pour moi évoque la balance, c'est l'arcane de l'amour. Alors, on va prendre la... Ah oui, si par contre c'est tu peux la... Voilà. Où on retrouve en fait tout simplement parce qu'on retrouve l'amour et on dit souvent que c'est un arcane lié au choix. Souvent quand on tire l'arcane de l'amoureux, on est bien avancé parce que finalement ça nous parle de trouver nos choix en nous-mêmes. Et du coup ça m'a beaucoup, ça m'avait longtemps questionné pourquoi est-ce que quand il y a l'amour, effectivement, il y a le choix, en fait. Et on voit bien, d'ailleurs, tu parles de Paris et des trois déesses. Bon, là, on retrouve trois personnages, un ange avec trois personnages. Donc, certes, ce ne sont pas trois déesses. Mais là, en t'écoutant, on peut imaginer Paris en train d'hésiter. C'est exactement ça. On est complètement là-dedans. Voilà. Alors, et puis il y a Cupidon au-dessus, qui sait de toute façon qui devrait apprendre à tirer et prendre des cours de tir. C'est ça. Et en fait, j'en étais arrivée à la conclusion que le vrai choix, déjà, c'est le choix du cœur. Et puis, mais c'est vrai que choisir quelque part, c'est renoncer aussi.
Bon, il y a en tout Là, cas. Oui. Et- Alors ça, c'est super. En fait, bon, là, Laurence, là, tu vas nous emmener très loin. Mais c'est fondamental ce que tu viens de dire. on Effectivement. en retrouve l'histoire. Choisir, c'est renoncer, et la renonciation sous-entend la notion de sacrifice. Je dois dire que la notion de sacrifice, j'étais plutôt dans l'idée de vous préparer un live sur la fin de l'année par rapport à ça. Je pense qu'il y a des petites choses. Enfin, après tout, allons-y. De toute façon, je pense que qui n'a pas fait un sacrifice en 2020 ou en 2019? Ouais. Ça, franchement, 2020, ça a quand même été, 2019 et 2020, ça a été les années des séparations. Si on ne s'est pas séparé, je ne sais pas moi, d'un objet, d'une personne, d'une association, d'un amour, d'un Il y a eu un animal, deuil à faire. il y a la notion de deuil. Mais alors, la notion de sacrifice, il faut bien aussi la prendre au sens étymologique du terme, c'est faire du sacré. Et faire du sacré, ça correspond à quoi? Alors, notamment chez les Jungiens, la notion de sacrifice, vous savez, c'est ça qui a vraiment éloigné Jung de Freud. Hein. C'est quand il est parti dans le monde des archétypes et qu'il a fini par en conclure que il y avait un inconscient collectif qui impliquait dans notre élévation spirituelle, quelque part, dans notre vie religieuse, parce que même si on est athée, on a une vie religieuse ou on a une vie spirituelle. Et elle est indissociable de la notion de sacrifice. Ouais. Et faire du sacré, chez Jung, c'est le hieros gamos, eh bien on va retrouver à nouveau le symbole, le symbole martien qui est le glaive. Le glaive qui va être nécessaire à faire le sacrifice parce qu'il va permettre de percer l'utérus. Excusez-moi, c'est très imagé, hein, très gynécologique, je suis en train de vous dire là ce soir, mais c'est comme ça. Mais c'est fondamental en fait. Percer l'utérus, c'est ce qui permet, Laurence, toi qui es femme, mère, donc maman, tu sais ce qui se passe. On perd les os. On perd les os, et puis surtout, quand on a percé l'utérus, il y a la naissance. Ouais, il y a la naissance. Et le sacrifice, c'est la naissance. Et c'est là où, en fait, 2019-2020 est en train d'accoucher de nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est au sens vraiment individuel du terme. J'espère que vous me suivez, hein, parce que là, on est en train de partir dans des... Et en fait, on est en train d'accoucher de nous-mêmes. On fait une deuxième naissance, d'ailleurs. Quand on veut devenir immortel, il faut naître au moins 2 fois. Dans les mythes, c'est toujours comme ça que ça se passe. 2020, c'est vraiment prendre naissance. Et comment on prend naissance? Comment on fait ce sacrifice? Eh bien, tout simplement, et c'est ce que je n'ai pas arrêté de me répéter à vous livrer pendant tous ces lives depuis le début de l'année, c'est le fait de savoir prendre position. On revient aux deux lunaisons en cancer que nous avons eues cet été, mais savoir prendre position, c'est fondamental parce que ça va définir notre identité et ce que nous sommes amenés à faire dans ce monde incarné. Donc on en revient donc à cette nouvelle lune de demain. Prendre position, donc oui, c'est... Et maintenant, se responsabiliser. C'est exactement, voilà. C'est se responsabiliser. C'est maintenant, c'est prendre ses responsabilités pour assumer ses positions. Parce qu'évidemment, prendre position, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant avec le signe de la balance qui est quand même, excusez-moi, mon cher balance, mais vous êtes quand même très dans la séduction. Hein. Ouais. Il en faut. Voilà, ça séduit. Vous savez, là, Laurence, elle a une chienne qui est adorable. Elle s'appelle Mia, elle est du signe de la balance. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer les trésors d'inventivité qu'elle met en place pour me charmer, pour me séduire. Et vous savez quoi? Ça marche. Et oui. C'est catastrophique. C'est pour ça que tu as tellement peur des balances, parce que tu sais que tu
Tu ne résistes pas. Voilà, oui, non, je succombe, je deviens dépendant. Non, non, c'est juste, mais c'est abominable en fait, voilà, quand on y pense. Ouais. Donc, pourquoi je disais ça? Tu m'as fait dérailler, Laurence. C'est milliard. Donc, alors attendez, j'étais en train de parler de prendre position, Le sacrifice. Le sacrifice. Mais oui, parce que la balance, elle va donc séduire. Mais derrière la notion de séduction, on doit néanmoins assumer cette notion de responsabilité. Et donc, ça, c'est un plan antinomique. Parce que prendre position, à un moment donné, c'est de se dire, ok, on peut séduire, mais trêve de faux semblants. On va séduire avec nos propres atouts. On ne va pas séduire avec du maquillage, du fard à paupières qui sont... Avec nos propres valeurs. Et d'ailleurs, nos propres valeurs. On dit que Vénus, finalement, représente aussi nos valeurs les plus profondes. Ce n'est pas juste seulement de l'apparat et de alors, c'est les deux. C'est les deux. Mais effectivement, Vénus devrait être toujours traitée sur cette valeur-là. C'est nos valeurs intrinsèques les plus profondes. Mais souvent, Vénus est dans la cosmétique, dans la décoration. Et puis, je trouve que c'est follement d'actualité quand on nous oblige à nous recouvrir tous d'une muselière, d'un masque. Ouais. On porte le masque de la persona, c'est-à-dire d'une personne un peu imaginaire. Et ce qui est souvent, vous l'aurez remarqué, enfin, je pense que 2020 nous a permis de le faire observer, c'est que on va jouer le rôle, on va interpréter le rôle que les autres nous attribuent. Mais oui, mais il ne faut pas oublier que la balance, c'est quand même le premier signe collectif et qu'il y a besoin de compromission pour vivre un minimum, pour vivre en société. Si chacun faisait du bélier et voulait toujours imposer son point de vue, ce serait l'anarchie en même temps. En fait, c'est pas tant de compromission que de responsabilité dont on a besoin. Parce que la compromission, on l'a vu avec le mythe de Paris, ça ne marche pas. Il faut prendre des responsabilités. On n'a pas le choix. Quand Zeus impose ça à Paris, c'est comme si je vous disais que la vie nous demande ça. À tous, la vie nous dit, et si à un moment donné, on s'entête à faire quelque chose et qu'on voit que ça ne marche pas, c'est parce qu'on doit prendre des responsabilités ailleurs, des responsabilités qui sont plus en phase avec nos valeurs profondes, comme tu le disais si bien. Vous savez, la crise d'adolescence, on en a tous fait une, puisqu'on a priori tous passé par là. Vaut mieux. La crise d'adolescence, c'est quoi? C'est au moment où l'adolescent, que nous avons été, décide de s'affirmer tel qu'il est par rapport à des parents qui souhaiteraient, qui ont une image tout à fait différente de ce qui nous sommes réellement. C'est pas vrai, Laurence? On va plus en plein dedans, là. Avec mon ado. Donc voilà, et la vie, on est des éternels adolescents et qui sommes en rébellion. Ou à un moment donné, on va rentrer en rébellion par rapport au collectif, parce que tout simplement, on en a marre d'assumer un rôle qui nous a été dévolu et dont on ne veut plus, parce que c'est pas notre rôle, quoi. Donc 2020, c'est vraiment l'année de l'authenticité, de la sincérité envers nous-mêmes pour assumer qui on est réellement, quoi qu'en disent les autres. Et c'est aussi pour ça que nous sommes amenés à vivre des séparations, à vivre des sacrifices. On n'est plus dans le monde des bisounours. Le sacrifice implique de grandir. Le sacrifice implique la naissance et l'émergence de la conscience. Quand un bébé naît, sort du ventre de la maman, quelle est la première chose qu'il fait? Il crie. Il crie. Déjà parce que, il n'est pas content de sortir de l'hôtel grand luxe dans lequel il était. 2, parce que il prend conscience qu'il respire et que maintenant il va assumer sa vie. Et puis 3, il crie pour exprimer qu'il est là. Et finalement, entre le bébé qui naît, la crise d'adolescence et l'année 2020, on ne fait que répéter des schémas, je dirais, incessants, archaïques, sur notre nécessité de grandir, notre nécessité d'être de plus en plus
conscient et de vivre de moins en moins dans l'inconscient. Mhm. On y sera toujours dans l'inconscient, mais il faut s'en détacher de plus en plus pour s'élever de plus en plus vers l'inconscient. On est programmé pour devenir des êtres conscients. Et ben voilà, alors la lunaison en balance, elle est en train de nous apprendre ça. Devenir conscient en choisissant d'assumer les responsabilités qui sont liées à notre identité. Alors, c'est vraiment intéressant parce que tu parles de sacrifice, de sacré. Et en fait, je me suis amusée à faire la numérologie de cette nouvelle lune, 16 octobre 2020. Et justement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le chiffre 12. Et le chiffre 12, et bien toujours en parallèle avec le tarot, et bien c'est le pendu. Si vous voyez bien, qui est le grand sacrifié du tarot, quelque part. Enfin, c'est quand même la 12e arcane, je fais le lien avec le 12e signe. Avec le 12, il y a quand même cette notion de sacrifice, de sacré, de gestation, de nouvelle naissance, d'une deuxième naissance qui est en train de se faire aussi, puisque bon, on voit un petit peu le fœtus qui est en train d'attendre de naître. Oui, voilà, et puis la 13e lame, c'est le bistouri. Voilà, justement, qui va couper le cordon qui est nécessaire pour naître et pour s'incarner en tant qu'ange, parce que la tempérance, elle est quand même bien sur Terre. Hein, donc, et le sacrifice, alors pour faire le lien avec cette nouvelle lune, après tu vas nous parler un petit peu de la lunaison, des astralités de cette nouvelle lune. Je pense que depuis hier, on se sent de nouveau un petit peu enfermé, sacrifié, comme des infantilisés. Enfin, c'est beaucoup ce qu'on... Quand on entend la radio, qu'on fait un tour sur les réseaux sociaux, qu'on parle avec nos amis et nos collègues et tout ça, on se sent quand même un petit peu sacrifié en ce moment. Mais pas dans le sens du sacré. C'est quand même un passage assez douloureux ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression surtout on est en train de nous pousser à prendre nos responsabilités. Donc à un moment donné, c'est nous qui allons opérer le sacrifice et on risque bien de sacrifier certaines choses, tout simplement parce que si à un moment donné, on n'est pas là pour vous détruire le moral, mais on a quand même un chiffre terrible qui est tombé hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, mais ce chiffre où nous avons plus de 10 millions de Français qui sont passés sous le seuil de pauvreté. Donc 10 millions sur 67 millions, je crois, ou 68 millions de Français, je ne sais plus exactement, ça représente plus de 15% de la population qui vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'en un an, on est monté, selon donc, les chiffres de l'INSEE, mais bon, il faudrait revérifier tout ça, on a augmenté d'1 million le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Et là, on parle que pour la France. Et on parle que pour la France. Il est évident qu'à un moment donné, quand on commence à avoir faim, quand l'hôtel ne nourrit plus assez, il va falloir se débrouiller autrement. Donc il va peut-être falloir couper la matrice dans laquelle nous vivons, et cette matrice, c'est nos institutions. Et alors, sans parler du gouvernement, mais en tout cas, moi je trouve qu'il nous pousse vraiment vers cette direction, parce que oui, c'est infantilisant. Quand on entend le discours du président, il a essayé de s'en défendre, de nous infantiliser, mais en fait, du début à la fin, il n'a parlé que de ça, en mettant la responsabilité quasiment sur les jeunes. Ah oui, c'est dédouané de mettre la responsabilité sur les jeunes, sauf qu'il a parlé que d'eux. Et puis les jeunes qui vivaient, les jeunes de 20 ans, pour qui c'était pas facile. Mais qu'est-ce qu'il expliquait dans la difficulté des jeunes de 20 ans? C'était pas les joies qu'ils pouvaient avoir de la vie à 20 ans, c'était les études et le travail. Non mais le garçon, il n'a rien compris, quoi. Il est en train de dire deux choses complètement différentes. Que la vie à 20 ans, c'est pas facile, mais pourquoi elle n'est pas facile? Parce qu'ils ne peuvent pas traverser la rue pour travailler. Donc excusez-moi, je suis énervé. Voilà, ça y est.
Non, mais enfin voilà. Tu n'étais pas le seul. Hein. Je ne suis pas le seul et aujourd'hui, c'est en train de. Donc là, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et il se trouve que ça arrive dans une configuration astrologique qui est en train d'accompagner ce mouvement, puisqu'aujourd'hui, tous les transits de l'année qui donnent des tournants à l'année, ce sont les transits, devinez lequel? De Mars. C'est Mars. C'est Mars qui donne vraiment le tempo de l'année. On a une triple conjonction qui est le contexte général. Triple conjonction Capricorne, ça veut dire quoi? Ça veut dire la nécessité de transformer, c'est le contexte. Voilà. C'est comme si on avait une pièce qui était en train de se remplir progressivement de gaz, et puis on a l'étincelle martienne qui, de temps en temps, s'allume et ça prend feu. Ça avait pris feu avec les gilets jaunes, là ça n'a pas encore tout à fait pris feu, on était très raisonnable. J'ai quelques doutes sur les mois qui viennent. Je parle des mois, je ne parle pas en année. Hein. D'accord. Ouais. Donc la cocotte minute, là, elle est en train de... Voilà, la cocotte, elle est sous pression et je pense que la soupape de sécurité risque de ne pas suffire. D'accord. Et tu aurais une date à nous communiquer Ouais, on n'a pas de date. C'est pas au moment c'est pas ce qu'on peut pas imaginer. La Mars est encore rétrograde. Est-ce qu'au moment où il va redevenir direct, tu penses que ça peut déclencher des choses Est-ce que Mars sera suffisant? Je ne sais pas. C'est possible que déjà Mars nous amène à faire péter les choses. La rétrogradation de Mars, on avait eu l'occasion de le voir lors d'une vidéo précédente. La rétrogradation de Mars, c'est justement le fait d'une incapacité à pouvoir extérioriser notre énergie. Entrer vers la Mars. Elle est donc rentrée. Mais si on ne l'extériorise pas, ça veut dire que c'est en train de monter, c'est en train de monter. Ça monte en pression. Quand est-ce que ça va lâcher? C'est possible que ça lâche au moment où Mars va redevenir direct, car en général, ce sont des périodes qui sont jamais confortables, notamment pour toutes les personnes qui sont tendance martienne ou à dominante martienne, les béliers, les lions, les ascendants béliers, les lunes en bélier, enfin voilà, je sais de quoi je parle. Mais après, alors il y a sur un plan, ça c'est sur un plan individuel, après sur un plan collectif, Mars, ça me semble un peu insuffisant. Je pense qu'il va falloir rajouter autre chose, et cette autre chose, selon moi, ça pourra bien être le début 2021, le carré de Saturne à Uranus, qui littéralement implique une révolution dans les institutions. Saturne, les institutions, Uranus, la révolution. Hein, voilà. Donc, je pense vraiment, je me mouille un peu, hein, mais jusqu'à présent, les transits de Mars et cette triple conjonction m'ont plutôt donné raison, ne serait-ce que par rapport au confinement et tout ça. Là, on risque quand même d'aller vers des périodes réactionnaires. Ouais, oui. D'accord. Effectivement, alors est-ce que tu peux revenir un petit peu rapidement sur justement les transits de Mars et par rapport à l'année 2020? Je crois que au moment du premier confinement, le 17 mars, il y avait une conjonction Mars-Pluton, non, de mémoire Alors, non, c'était pas Mars-Pluton, mais Mars était rentré en orbe de la triple conjonction. Alors, attendez, je sais plus si j'ai cette carte-là. Ah oui, ça va pas aussi vite. Oui, non, mais en plus, c'est intéressant ce que en tout cas, il y avait des aspects déjà de Mars. Oui, non, mais Mars était en Capricorne. Hein. De toute façon, Mars était en Capricorne et il touchait à Jupiter. Attendez, la carte du confinement, la voilà. C'était donc le 17 mars, on avait un Mars qui était à 20 degrés, donc conjoint à Jupiter, à Pluton et à Saturne. Et surtout, la Lune était aussi en Capricorne. Voilà. Si on regarde la nouvelle Lune d'aujourd'hui, puisqu'il faut bien quand même qu'on l'évoque. Donc voilà, nous avons une Lune au 24e degré du signe de la Balance, qui se situe exactement en carré
de la conjonction Saturne-Pluton, Jupiter qui n'est pas très loin non plus. Donc on a une lunaison qui est au carré de la triple conjonction. Vous savez, en astrologie, il y a quand même trois aspects majeurs. C'est la conjonction, le carré et l'opposition. À la conjonction, nous avons eu le confinement. Au carré, nous vivons le deuxième, les deuxièmes confinements, même s'ils sont moins importants, parce qu'évidemment un carré est moins important qu'une conjonction. Mais on voit bien que après le confinement lié à la conjonction au carré, on se retrouve dans une situation à peu près analogue. Après, on verra ce qui va se passer lors de l'opposition de Mars, mais ça, c'est au printemps prochain. Je pense que ce sera quand même plus... ce sera plutôt sous forme de libération. C'est-à-dire peut-être un remède notamment au Covid. Bon. Voilà. Donc là, on a un Mars on a une lunaison qui est au carré de la triple conjonction et un Mars qui se trouve également au carré de la triple conjonction. Donc là, donc Mars c'est tendu. À l'opposition Et Mars est donc en opposition de la, il y a un carré en T de la lunaison. avec la triple conjonction. C'est ce qu'on appelle un carré en T. Ouais. Donc c'est quand même sacrément tendu. Voilà. D'un côté, nous avons donc la triple conjonction qui est carrée à la lunaison et de l'autre qui est carrée à Mars. Donc là, on est cerné de partout. Voilà. D'accord. Et puis, allez, si on rentre dans les détails, pour faire un peu de prospective astrologique, on a la fameuse lune noire qui est à 29 degrés du Bélier, qui va avancer très très vite dans le Taureau, qui va à un moment donné juxtaposer Uranus, et là ça pourrait bien donner lieu, alors je ne sais pas quand est-ce que ça a lieu, ça pourrait donner lieu à un soulèvement. Attendez, je vais regarder ça. Hop, à Uranus, ça va se situer... oui, rendez-vous compte, c'est le 22 décembre 2020. Ah oui, on va s'en passer des choses le 22 décembre. Et alors, le 22 et 23 décembre, c'est, outre le fait que c'est l'anniversaire de notre président, pas bon pour lui. Ça va être le feu d'artifice. Ça va être le feu d'artifice, hein, ouais, tout à fait. J'avais remarqué qu'on nous avons également... alors je sais plus si c'est non, ça c'est le 19 octobre, ça c'est pas ça, c'est pour ça, voilà. On a également cette journée-là, le 23 décembre, on a un carré exact entre Mars et Pluton, et une conjonction exacte entre la Lune noire et Uranus. Sympa. Donc, autant vous dire que la veille des fêtes de Noël, ça risque de... Ouais, je pense que ce ne sera pas dans la joie de Noël. Là. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il vaut mieux prévenir que guérir, à la limite. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'on a quand même, il y a aussi eu, pour revenir un petit peu en arrière, mais c'est un événement qui m'a touchée parce que j'ai beaucoup d'affinités avec le Liban. On a vu quand même le 4 août, c'était déjà un des premiers carrés. Carré exact entre Mars et Jupiter, mais enfin à la triple conjonction. C'était un carré exact. Ouais. Donc, on a quand même des indices comme quoi... Mars, dans un contexte de triple conjonction, c'est vraiment l'étincelle qui vient allumer le baril de poudre. Là, en l'occurrence, c'était ça. Il y a aussi une synchronicité, enfin une analogie, pas une synchronicité. L'attentat de Beyrouth a fait exploser quoi? Oui, non, mais qu'est-ce que la conséquence? C'est que ça a fait exploser les silos qui étaient remplis de blé. Or, cette année, on a une très mauvaise récolte de blé. Donc, on est certain d'une chose, c'est que le prix du blé va augmenter. Qui dit que le prix du blé qui augmente, c'est tout qui va augmenter. Le pain, les pâtes, donc c'est des aliments de première nécessité. Dans le contexte d'une paupérisation, on sait très bien que les révoltes, les révolutions, elles arrivent. Attention, on n'est pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'on va vers une révolution.
Euh, mais on va s'y approcher. Mm. On va s'y approcher. Enfin, ça fait partie du potentiel du climat. Mais c'est le côté sacrificiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, en fait, c'est l'histoire de la cocotte minute. Plus on tarde à réagir, plus la réaction va être violente. Mm. C'est surtout ça qu'il faut. On est condamné à réagir. Mm. On est condamné. C'était ce que nous devions faire, c'est ce que nous devons faire en 2020-2021. Mais plus on retarde la chose, et ça fait partie de notre libre arbitre, plus à un moment donné, la situation va devenir insupportable et donc explosive. Mm. Alors oui, l'automne, la fin de l'automne et le début de l'hiver 2021, hein, donc la fin de cette année et le début de l'année prochaine, ça risque d'être très très compliqué. Après, je ne vous cache pas que j'ai fait aussi une petite prospective sur les thèmes de Macron, de Castex, enfin, de certains ministres. Euh, c'est- pour eux, c'est pas bon. Bon. C'est assez tendu, alors surtout sur le mois de juin. Mais voilà, on n'y est pas encore. Mais ouais. Et puis il me semble que la Cinquième République, qui justement est balance, est du signe de la balance ascendant bélier, est quand même bien impactée en ce moment. Ouais. Alors, la Cinquième République, normalement, j'ai son thème ici, je vais vous le mettre. Oui, ça doit être intéressant. Voilà. Je suis en train de te masquer, Laurence, la vue. Oh. Alors, je vais mettre au centre. La Cinquième République, là, voilà. Donc, je ne peux pas trop bouger le truc. Voilà. Je vais essayer de la mettre entre nous deux. Il faut que je me décale un petit peu. Alors, la Cinquième République, bah oui, vous voyez, ça y est. Bonjour Mia, tu cales là, hein. Voilà. Un thème, balance ascendant bélier, bélier à 20 degrés. Ça veut dire qu'aussi Mars va toucher, enfin est en train de titiller l'ascendant de la Cinquième République. Et puis dans la Cinquième République, nous avons aussi une lune noire qui est à 25 degrés du bélier. Et la lune noire, c'est je dis non. De Gaulle, qui était très lune noire, c'est l'homme qui a dit non. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et sachant que la triple conjonction de la Cinquième République est en train de peser de tout son poids sur la Lune, qui est en cancer, hein, qui est à 21 degrés cancer, alors autant vous dire que, ben oui, notre Constitution est soumise à des tensions très, très, très rudes. Ok. Bon. Là-dessus, on a un transit, peut-être, non, il est passé. Le transit d'Uranus sur la signature, il est quand même passé. Il n'est pas très loin, mais enfin, il est dépassé. Enfin, déjà, c'est pas mal. Hein. Bon. Ah, c'est oui, la triple conjonction qui pèse sur la Lune de la Cinquième République. La Lune qui est maîtresse de 4, ça veut dire que ce sont les racines. Concrètement, l'astrologie est en train de nous dire que la Cinquième République doit se transformer. Elle doit changer. Et qu'est-ce qu'on doit changer? Bon, ben là, on va dire que c'est les excès d'autoritarisme d'un gamin qui a tous les pouvoirs. Hein. Je caricature, je force le trait volontairement, mais c'est un peu ça. Malheur à la nation dont le prince est un enfant. C'est ce qu'on a dans la Bible. On est là-dedans. D'accord. Bon, est-ce que dans tout ça, il y a une lueur d'espoir? Parce que c'est un peu déprimant quand même. On va tous se pendre là, on va tous faire les pendus là, à force. Ah oui, si c'est la carte de la lunaison. Bon, symboliquement, alors justement, bon, pour terminer avec le pendu, il y a quand même, bon, ça nous parle de lâcher prise. On dit qu'avec le pendu, justement, il faut voir les choses autrement. C'est ça. On se mettre la tête à l'envers pour avoir un autre point de vue. Bah, puis je dirais quelque part, quand on se met la tête à l'envers, c'est qu'on est sur le point de naître. Et oui, c'est ça. C'est le retournement. Oui. Je pense qu'une maman, elle connaît ça plus qu'un mec. Hein. C'est clairement, voilà. On se retourne pour pouvoir naître. Bon. Donc, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'on va vers une naissance. On va vers plus de conscience.
On va vers une prise de nos responsabilités. On va vers la lumière. D'accord. Mais souvent, la lumière, elle émerge de l'obscurité. Tu Enfin, c'est pas accoucheras souvent. dans la douleur. Hein. Ça m'a toujours énervé, ça. Bon, non, bah, allez, on va se mettre un petit coup de péridurale. Et puis voilà. Non, mais vous voyez, c'est quand même. Euh, c'est vrai que ce symbole de l'accouchement et de la lame du pendu, c'est fabuleux. Je vois que tu viens de me faire prendre conscience d'une des significations du pendu. Euh, le pendu, dans le tarot, on dit qu'il regarde les runes qui sont inscrites dans le ciel. Mais finalement, mettre la tête en bas, c'est regarder la lumière, ni plus ni moins. Nous, si on ne voit pas les runes, on voit, en pleine journée, en général, on voit au moins le soleil. Mm. Bah, oui, mais il faut qu'il fasse un retour aux sources, justement, dans la matière, dans sa généalogie. Enfin, Ouais, c'est très cancérien, en fait. Aussi, c'est hein, très cancérien, ouais. ouais, Ah ouais. Et c'est bien pour ça que la triple conjonction est en train de peser sur la Lune, la Lune qui est la maîtresse du cancer, et la Lune cancer, en plus, de la Ve République. Ouais. Donc, on est en train d'accoucher de quelque chose de nouveau. J'ai longtemps pensé que la Ve République allait disparaître. Oh, bah, bien sûr, elle disparaîtra un jour ou l'autre. Bon, là, je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. Par contre, qu'elle subisse une profonde transformation, oui, c'est évident. Je suis plus sûr que le pouvoir exercé par un seul, qui cumule le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, ne soit toléré. Je pense qu'on va quand même vers une nouvelle forme de partage du pouvoir. C'est aussi ce qu'implique Zeus, Zeus ou Jupiter. S'il a réussi à s'emparer du pouvoir, c'est parce que lui, il a su le partager avec ses frères. Très important, ça. Notre Jupiter, notre pseudo-Jupiter national. Voilà. Et lui mais je trouve que tous les symboles sont fabuleux. C'est-à-dire, lui qui se prend pour Jupiter, il fait tout sauf du Jupiter. C'est-à-dire qu'il s'empare, il garde pour lui jalousement tous les pouvoirs. Bon, et ben voilà, il a rien compris. Bon, enfin, je pense qu'on l'avait tous compris. Par contre. Et puis, je pense aussi à une autre petite chose, le fait on en discutait tout à l'heure, toi et moi, Laurence, le fait qu'il s'attaque, enfin, qu'il s'attaque, entre guillemets, hein, bien sûr, symboliquement, mais il a, pour résoudre le problème de l'islamisation de la société, il a décidé, la semaine dernière, qu'il allait modifier les lois Ferry en ce sens qu'il rendrait l'école, donc pas l'instruction, mais l'école obligatoire à partir de 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, les gamins vont devoir aller à l'école. On voit très bien que Macron n'a aucune idée de ce que c'est qu'un gamin. À 3 ans. Ah oui, entre remettre encore dans un moule. L'acquisition de la propreté, la maturité émotionnelle, comment on... Mais quelle mère inconsciente serait capable de dire, enfin, d'emmener ses enfants, quels qu'ils soient, du jour au lendemain à l'école? Si l'enfant n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Enfin, moi, en bonne mère indigne, lune verso, j'ai mis ma fille à l'école dès que ça a été possible. Bon, ok, mauvais exemple. Mais tout en sachant qu'effectivement, elle rentrait dans une autre forme de... Enfin, elle rentrait déjà dans une case. Dans une case, oui. Voilà. Mais sachant que, bon, c'est le cas, c'est vrai qu'il y a des enfants à 3 ans qui peuvent aller à l'école, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Ce qui serait bien, c'est d'avoir le choix. On en revient à la balance. De cette fois-ci, de nous laisser le choix et de ne pas nous imposer. D'exercer nos responsabilités, la responsabilité parentale. C'est bien ce que... Il n'y a que les parents et les professionnels de la petite enfance qui sont capables de dire mettre un enfant à l'école, c'est peut-être prendre un gros risque parce qu'il n'est pas encore prêt. Ou bien il peut y aller parce qu'au contraire, il est prêt. Mais ça, c'est comme ça qu'on mesure nos responsabilités pour faire nos choix. Bon. Une petite touche positive pour la fin? Ouais, je crois qu'on est tous en train quand même, globalement, personne n'est satisfait de ce que nous vivons depuis, et pas seulement en ce moment, depuis des années.
2019-2020, ce sont 2 années de profonde transformation. En fait, ce sont des années avec Pluton qui est en Capricorne et c'est vraiment lui qui donne le sens. Pluton, c'est la termite. C'est la termite qui est rentrée dans une poutre et donc cette poutre est en train de pourrir. Cette poutre, c'est notre système actuel. C'est nos hommes politiques, c'est le libéralisme et le capitalisme, c'est tout ce qui ne fonctionne plus. Et c'est en train de pourrir de l'intérieur. C'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Donc Pluton, c'est la petite termite là qui est en train qui est rentrée à l'intérieur de la poutre et qui est en train de tout grignoter. Il suffit qu'il y ait maintenant Saturne et Uranus qui arrivent et tout tombe. Pour mémoire, quand Pluton était dans le Capricorne, la dernière fois qu'il était dans le Capricorne, c'était à l'avènement du roi Louis XVI, notre dernier roi. Ah oui, d'accord. Voilà. Pluton, la Révolution française a eu lieu avec un Pluton en Verseau, mais Pluton, quand il était à peu près au même endroit où il se trouve cette année, c'était l'avènement du roi Louis XVI et le début des problèmes. On voyait que la monarchie française était en train de se déliter parce qu'elle est incapable de se renouveler. Alors, attention, hein, ma petite tendance royaliste quelque part, tout n'était pas mauvais, de même que tout aujourd'hui n'est pas fondamentalement mauvais. Mais avec Pluton, on est obligé de se transformer. On ne peut plus rester dans l'état actuel des choses. La monarchie française, et notamment le roi Louis XVI, qui était un profond moderniste et un profond humaniste. C'est l'un des rois les plus méconnus, mis à part son dernier jour, mais c'est quand même lui qui a donné naissance aux États-Unis, c'est quand même lui, un comble, la plus grande démocratie mondiale, est issue de la monarchie française, qui a quand même été signée dans la Galerie des Glaces à Versailles, faut quand même le dire. C'est aussi Louis XVI qui a mis en place les premières, quelque part, les premiers hospices pour les pauvres, hein, une forme de RSA à l'époque. Non, c'était fondamental. Bon, après, tout n'a pas suivi. Mais on voit que le problème de Louis XVI et de la monarchie à l'époque, c'était justement le fait de devoir se transformer vers une forme de modernité qui était plus ou moins, enfin qui n'était pas totalement assumée par la monarchie. Et ça veut dire que les finances ne suivaient pas. Ouais. Et à un moment donné, le peuple avait faim quand même. Et à un moment donné, le peuple a eu faim. Marie-Antoinette. Bon, alors Marie-Antoinette, ça c'est totalement faux. Hein, cette légende. C'est une légende. Ouais. Mais en tout cas, même si c'est une légende, elle a au moins le mérite de révéler une situation qui arrive à son terme, c'est-à-dire l'exaspération quand le peuple a faim. Ce que je viens de réaliser, c'est qu'effectivement, le Capricorne, qui est quand même le zénith un petit peu du thème, enfin, à partir du Capricorne, c'est le dernier signe vraiment social. Après, on rentre dans le Verseau, dans le Poisson, donc dans des signes, cosmiques. Enfin, Alors, tu voulais une note positive. Ouais, voilà. Sur un plan d'astrologie, parce que, bon, certes, la note positive, globalement, vous avez compris, c'est qu'on va vers une nouvelle naissance. On va vers un renouvellement complet, que ce soit nous, chacun individuellement, mais aussi collectivement et sur le plan des institutions et de la société. On y va. Ça, n'ayez aucune peur, on y va. Ça va être un peu chaotique, mais on y va. Et la note positive, quand même, c'est qu'on va avoir le 21 décembre un autre transit très important que je vais vous montrer, puisque je dois l'avoir ici. Le 21 décembre, c'est la conjonction, c'est la conjonction Jupiter-Saturne. Un signe du Verseau, enfin. Voilà, et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que cette conjonction Jupiter-Saturne, elle a lieu au premier degré, à 0 degré du signe du Verseau. Ça fait 300 ans que cela n'est pas arrivé. Alors, c'est même pire que ça. Je crois que la dernière fois qu'on a eu une conjonction de Jupiter-Saturne en Verseau, ça devait être au XVIe siècle. Donc c'est pas tout récent. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que Jupiter et Saturne, ils forment un cycle de 20 ans. Donc, tous les 20 ans, Jupiter et Saturne se retrouvent au même endroit, dans le zodiaque.
Mais cette régularité, elle est faite de telle manière que, en fait, Jupiter et Saturne restent dans le même élément à peu près tous les 200 ans. D'accord. Donc, Là, on était tous les 200 dans ans, l'élément de la Terre, depuis 200 ans. Et là, on va passer. voilà, on va passer dans l'élément R. D'accord. Et comme chacun le sait, l'élément R, bah, c'est plus léger, C'est moins plombant. c'est moins plombant. Mhm, Voilà. mhm. Donc déjà, dès la fin de l'année, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va commencer à se dessiner d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup D'accord. plus. D'accord. Ça, c'est pas rien, parce qu'à partir de cette année, pendant les 200 ans qui viennent, cette conjonction Jupiter-Saturne, oui, c'est ça, Jupiter-Saturne, qui rythme quand même notre vie économique et sociale, hein, c'est ce qu'il faut voir, elle va avoir lieu dans des signes aériens, donc des signes d'échange, De communication. de communication, voilà. Donc déjà, ça veut dire qu'on va commencer à être un peu plus civilisé et moins radicaux dans. Bah, le Verseau, c'est le principe de la liberté. Alors, on retrouve justement. Bah oui, les signes d'air, c'est Verseau, c'est Gémeaux et c'est la Balance, hein, justement. Donc, oui, il C'est y le a. signe du progrès. Enfin, bon, c'est Saturne-Uranus, mais c'est un signe de tradition, mais qui va quand même. Ça va nous aider à pouvoir trouver cette nouvelle maturation, cette nouvelle naissance, hein, je ne sais pas comment vous dire plus les choses. On est aujourd'hui dans une nécessité de changer, on est obligé de renaître, mais cette renaissance, ça va se passer quand même avec une conjonction Jupiter-Saturne en Verseau. Là, pour une renaissance, c'est quand même une renaissance d'avenir, comme tu dis. Le Verseau, c'est le signe de l'avenir. Donc, bon. Il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Non, non. Ouais. Alors, c'est vrai que là, allez, il va y avoir des mois chaotiques, mais juste après, je pense que ça va, très rapidement, ça va aller dans quelque chose de plus harmonieux, de plus léger, de plus espérant. Je ne peux pas m'empêcher, hein, après le pendu dans lequel nous sommes dans cette maison. Alors certes, il y a l'arcane 13 hein, qui vient violenter un petit peu tout ça. Attends, excuse-moi, voilà. Je te remets là. Voilà. L'arcane 12, le pendu, derrière le pendu, donc l'accouchement, hein, la naissance, ouais. la coupure du cordon ombilical, bon, de manière un petit peu parfois violente. Là, en l'occurrence, on voit bien, c'est le roi et la reine qui tombent. Hein, c'est ça. Donc, et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un beau Verseau. On a un beau Verseau. Ah bah oui, bravo Laurence. Ouais. Voilà. Donc. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, le tarot est en train de nous donner le fil de la. Donc voilà, chers amis. Hein, donc si vous avez des questions, donc je vous proposais de me les poser sur mon Facebook, soit par Messenger, soit sur mon dernier post. Alors, tac, je vois qu'il y a une Catherine, Sandrine d'Astroéthique. C'est bien ça. Je suis une grande fan de Rob Brezny aussi. Alors, je regarde. Non, c'était pas une question. Enfin, c'est une observation. Hein. Je suis exaspéré par mon choix car j'ai voté Macron. Il faut assumer la responsabilité. Par peur de l'autre. C'est vrai, à l'époque, par peur donc de Marine Le Pen. Eh oui. Tout à fait. Ouais. Bah oui, on a été confrontés à nos peurs hein, pendant cette année. Hein, ouais. Ah oui, complètement. Complètement, on était là-dedans. Hein. Mais on retourne dans ce mythe de Paris, c'est-à-dire que choisir. Mais bon, c'est un peu entre la peste et le choléra, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, bon, si ça peut te rassurer, avec Marine Le Pen, ça n'aurait pas forcément été mieux non plus. C'est clair. Bon, eh bien écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser hein, dans le post, en espérant que la vidéo ne soit pas censurée.
Oui, on s'attend à tout. Ouais, parce qu'effectivement, Alors ça me fait penser, oui, donc il va y avoir Mercure qui va rétrograder de nouveau dans 2 jours, il me semble. ah non, ça y est, on y est. On y est déjà? Oui, bah oui, c'est pour ça que j'avais fait une petite, D'accord. Ah oui, ok. petite touche d'humour sur le fait qu'on avait besoin de cerveau, hein, la balance étant le signe sans tête, et qu'en plus on a Mercure rétrograde qui nous incite à réfléchir D'accord. à 2 fois avant d'agir. Donc, Bon, voilà, donc c'est c'est pas trop le moment de prendre des décisions, de s'engager. C'est le moment de réfléchir à ses responsabilités. Penser au pendu. Voilà. Il doit attendre encore un petit peu avant de pouvoir. Il doit regarder, il doit chercher la lumière en étant dans la position du pendu. Parce que c'est la tête en bas qu'on peut voir le soleil. Voilà. Donc, trouver la conscience. Et la méditation, bon, c'est facile, on dit de lâcher prise, hein, mais c'est un grand moment de retour sur soi. Un moment de pause. Ouais. Bon, bon courage. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très belle lunaison, une très belle soirée, et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez qui viennent. Moi ou Laurence, on saura y répondre. Il est 22h22. Ah. Sur cette donc 2x4, le positionnement que nous devons nous aligner, nous centrer pour voir la lumière et renaître. Très très vite, très bientôt. Et d'ailleurs, 2020, c'est quand même une année 4. Exactement. C'est jamais facile. Mais après le 4, il y a le 5. Tout à fait. Le 5, c'est la liberté. Allez, on vous embrasse. À bientôt. Ciao.